Et salut Oran, tu m'entends? Bonsoir. Ok, Oui, je t'entends, c'est cool. Ça va? on est en pleine été ici, donc bon, Ah désolée, ben pour moi voilà, ça va pas être très stable. en plein vif du sujet. C'est ça, c'est moi Oh, ça. ça va Oriane? Oui, ça va et toi, Mayenne? Ben écoute, ça va. Tant que tu fais tété, je vais en profiter pour te présenter comme ça laisse un peu de temps. Donc toi sur Instagram, tu es sous le pseudo de Mamoun Materne. Normalement, ça s'affiche pour les gens. Tu es donc diététicienne à la base, et puis finalement, de fil en aiguille, avec un petit bout qui est arrivé, tout ça, bah t'as fini par t'intéresser à l'allaitement, hein, voilà, de fil en aiguille. Alimentation, allaitement, ça allait de pair. Donc tu t'es formée à l'allaitement et puis tu es devenue donc consultante en lactation à la maternité de Saint-Maurice, si je me souviens bien, des hôpitaux de Saint-Maurice. J'ai fait en fait mes heures de pratique pour Ouais. pouvoir devenir IBCLC, pour pouvoir avoir la certification IBCLC à la maternité de Saint-Maurice, ouais, effectivement. Ok, donc voilà, en néonate en plus. Néonate, Bah, voilà. j'ai fait tous les services. J'ai eu vraiment la chance de pouvoir naviguer dans toute la maternité, que ce soit en néonate, en suite de couches, en bloc, donc pour voir les césars, accompagner les césars, enfin les césariennes, pardon, en salle de Absolument. naissance. Enfin vraiment, j'avais carte blanche dans toute la maternité pendant plus d'un an, donc c'était vraiment super, super, Ça, super. c'est cool. Du coup, entre-temps, tu t'es formée au portage et bien sûr, IBCLC, cela va sans dire, tu es là. Voilà, bah oui, IBCLC, bah tout a commencé avec ma fille. Qui a aujourd'hui 5 ans et demi. En fait, je me posais énormément de questions sur l'allaitement et puis je trouvais pas forcément les réponses. Donc j'ai creusé un petit peu de mon côté, et puis à force de creuser toutes les études, etc., je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire avec tout ça pour aider encore plus de mamans que juste mes petites copines autour de moi. Désolée, il y a des interférences sur la ligne. Coucou. Coucou. Du coup, voilà, donc je me suis formée pour devenir IBCLC et puis donc j'ai profité aussi de ma puce pour pouvoir tester la DME, donc la diversification menée par l'enfant que je ne connaissais pas avant d'avoir ma grande et bah, j'ai eu la chance de pouvoir rester avec elle à 100% jusqu'à ses 13 mois, donc juste avant de commencer la formation IBCLC. Et du coup, on a fait la DME ensemble et j'ai trouvé ça juste fabuleux. Et pareil, je me suis dit, bah, il y a peut-être aussi des parents qui auraient bien besoin d'être accompagnés là-dessus. Et donc, du coup, voilà, donc là, ça fait un peu plus de 3 ans que je propose des ateliers pour les parents au sujet de la DME. Et là, c'était la troisième fois que je formais des professionnels de la santé et de la petite enfance aussi. Donc ça, c'est top pour qu'il y ait de plus en plus de parents qui soient accompagnés par des professionnels et pour pouvoir répondre à toutes leurs questions aussi. Et moi, je dois le dire, mon petit plaisir perso, c'est de voir Oriane à la maison des maternelles parler enfin d'allaitement correctement. Ah, tu veux venir bien? Oui, même si bon, on est entre nous, hein, j'étais accompagnée et que bon, il y avait des petites choses à redire sur ce qui a été dit, voilà. Mais en tout cas, de ce qui est sorti de ma bouche, j'ai eu de très bons retours. Ouais, mais ça Donc, fait du bien de voir tant des mieux gens si. formés qui vont intervenir, quoi. Oui, bah, je devais d'ailleurs y retourner dans 2 jours et donc du Ah coup, oui. malheureusement, avec le confinement, ce sera pas possible. C'était pour aborder, les positions, les différentes positions, pour avoir un allaitement, confortable et efficace et bon, bah, du coup, bah, ce sera peut-être reporté à une autre fois, Prochaine fois. on verra. Voilà, voilà. Bon. En tout cas, ce soir, toi, tu es avec nous pour nous parler donc de l'allaitement et de la DME. Alors moi, la DME, je sais ce que c'est parce que je l'ai fait avec mes deux enfants. Pareil, j'ai découvert avec mon fils, hein. Est-ce que on peut déjà dire ce que c'est? Voilà, DME, ça veut dire quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc finalement, c'est un sigle, qui veut dire donc la diversification menée par l'enfant. Et concrètement, si on devait poser des mots sur ce qu'est la DME, c'est présenter les aliments de manière à ce que bébé puisse se nourrir de manière autonome. Alors, je vais faire un test de poser mon téléphone de manière à pouvoir Ah oui, avoir Jane, quelque toi, chose. tu as découvert en suivant Héloïse. Ouais, Héloïse fait effectivement Juste, la DME avec ses enfants. Tout à fait. hop.
comme ça que vous n'ayez pas le mal de mer pendant que vous me regardez. Alors par contre, on n'est plus dans le même sens maintenant. C'est On n'est plus dans le même axe. Enfin, je peux faire comme ça si tu veux. Alors attends, désolée. Alors, excusez-moi. On va Non, mais il n'y a pas de s'installer. souci. Ah, Parce que bah, là, c'est j'ai les qu'une aléas main. d'une maman allaitante. Hein. Voilà, on va faire ça comme ça. En plus, on n'est pas chez nous, pour tout vous dire, avec le confinement. En fait, on était déjà chez de la famille quand il y a eu l'annonce du confinement. Du coup, en fait, on est resté sur place. Donc, on est en mode camping total dans une petite pièce qui nous ont super aménagée. Mais du coup, voilà, j'ai pas mes Eh marques. oui. Désolée. Et il y a le dawa derrière, mais Ah, c'est écoute, la vie. confinement, voilà. Contexte du confinement, maman allaitante, j'ai envie de te dire, ici, t'inquiète pas, on est en famille, on se pardonne tout, on est compréhensive, je veux dire, on est tout au même niveau. Hein. Voilà. Euh, ouais, donc du coup, Voilà, là, bon, en tout cas, ça y est, c'est stable. Donc, du coup, la diversification menée par l'enfant, donc c'est le fait de présenter des aliments de manière à ce que l'enfant puisse se nourrir de manière autonome. Donc, c'est vrai que au sens strict, entre guillemets, de la DME, on parle plutôt d'une présentation sous forme de morceaux. Mhm. À l'enfant, mais bien sûr qu'il y a différentes formes et textures qu'on va pouvoir présenter à l'enfant qui est en pleine découverte des aliments. Et donc, c'est aux parents, en gros, de présenter des aliments des différentes familles de manière sécuritaire hein, à l'enfant, tout en assurant une plus grande variété possible pour que l'enfant puisse pouvoir combler tous ses besoins nutritionnels. Et après, en fait, on fait tout simplement confiance à l'enfant. C'est l'enfant qui va se diriger vers les différents aliments, qui va gérer lui-même sa quantité, qui va gérer, voilà. C'est l'enfant qui gère et à qui on fait confiance. mais alors du coup, justement, pourquoi faire la DME? Pourquoi est-ce qu'on choisirait la DME plutôt qu'autre chose? Alors, il y a pas mal d'intérêts qui ont été étudiés dans plusieurs études différentes, alors surtout aux États-Unis, au Canada et en Angleterre, et en France aussi. Et ce qui en ressort, c'est que finalement, de manière générale, on a des enfants qui, à l'âge de 7 ans, plutôt, donc ça a été étudié jusqu'à l'âge de 7 ans, on a des enfants qui vont avoir déjà moins de risques de développer une obésité infantile. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est des bébés qui, dès tout petits, alors il faut savoir aussi qu'on a quand même un gros biais de recrutement, entre guillemets, dans les études de DME, c'est qu'on a une grosse majorité de bébés qui sont allaités, puisque on peut voir la DME comme une continuité de l'allaitement dans le sens où voilà, on laisse l'enfant gérer ses quantités, sa fréquence, etc. Donc c'est vrai que déjà de base, on a certains domaines dans les études qui vont être un peu biaisés par rapport au fait qu'il y ait le facteur allaitement qui joue beaucoup sur ces facteurs-là aussi. Mais du coup, donc, on a des bébés qui vont avoir beaucoup plus conscience de leur sensation de satiété, leur sensation de faim. Donc ça, du coup, c'est des futurs enfants, des futurs adultes qui auront beaucoup plus conscience de leurs besoins, de leur corps. Donc ça, on sait que c'est important hein, d'avoir conscience de tout ça. On a aussi, chez les tout petits, déjà une meilleure finesse au niveau de la motricité fine, parce que du coup, les bébés vont pouvoir pratiquer tout au long de la journée et aussi au moment du repas. Hein, d'aller chercher quand on les voit, Mayanne, je ne sais pas si tu as testé le riz cantonais ou les coquillettes qu'on les voit aller chercher, voilà. Donc ça, la motricité fine, c'est vraiment top de travailler tout ça, tout ce qui va être la coordination main, bouche, œil aussi pour amener à la bouche. Ça, c'est génial. D'un point de vue de la mâchoire aussi, hein, on sait qu'aujourd'hui, on a des bébés qui sont trop longtemps en purée lisse en France et donc qui mâchent beaucoup trop tard, entre guillemets. Normalement, un bébé, vers l'âge de 9 mois, il devrait avoir des choses à mâcher et c'est pas ce qu'on voit majoritairement encore en France, malheureusement. Et on sait qu'une mâchoire qui ne travaille pas suffisamment, bah, c'est une mâchoire qui ne s'étendra pas à son maximum au niveau potentiel. Donc du coup, des mâchoires qui restent petites avec des dents du coup définitives qui ressortent plus grosses que les dents de lait et donc qui n'ont pas la place de sortir. Donc beaucoup de travaux d'orthodontie à prévoir derrière, ça c'est dommage.
Et puis, on a aussi des avantages. Alors, j'avais eu une étude, je vous parlais d'une étude française. J'avais échangé avec une orthophoniste qui avait fait une étude sur les bébés qui étaient en DME. Et elle avait remarqué que les bébés qui avaient pratiqué la DME avaient un niveau de langage et de verbalité plus élevé que les bébés qui avaient été nourris par la purée. Donc, son hypothèse était que, du coup, en fait, du fait que les bébés Intéressant. mâchaient beaucoup Ouais. plus que les bébés qui étaient en purée, du coup, ils avaient un meilleur contrôle en fait de leur mâchoire et qu'ils arrivaient du coup à babiller et à faire beaucoup plus de syllabes au même âge comparativement à des bébés qui étaient nourris en purée. Ah ouais, c'est Donc ça intéressant. aussi, ouais, ouais, ouais. Donc Mais- c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. Et puis aussi, hein, le tout premier, j'ai envie de dire, c'est vraiment la confiance que l'enfant aura en lui, en ses parents, parce que c'est beaucoup de lâcher prise aussi pour certains parents, hein, sur tout ce qui va être la gestion des quantités, tout ça. Donc c'est une fabuleuse aventure de toute façon. J'ai envie de rebondir sur ce que tu disais par rapport à c'est une continuité de l'allaitement, si tu me permets de te compléter, dans le sens où en allaitement, quand on allaite en tout cas, sans tirer son lait, etc., qu'on donne vraiment en allaitement à la demande, on regarde pas ce qu'ingère l'enfant. Il gère lui-même ses quantités déjà en fait. Déjà il les gérait intra-utérine et il les gère en allaitant, il gère ses quantités et donc il sait quand il a faim, quand il a plus faim, etc. Donc effectivement, on est dans une continuité de la gestion qu'il a déjà en fait. On le coupe pas dans ce qu'il sait déjà faire et dans ce qu'il a déjà acquis de je gère mon corps, je connais mes impressions, j'ai appris à grandir avec, à les connaître. Donc je sais quand je vais avoir faim, quand je vais plus avoir faim. Et puis ce développement de la mâchoire, il est déjà là avec l'allaitement. Concrètement, on a déjà un Aussi, sacré développement de la mâchoire au niveau de oui, l'allaitement, parce que la succion n'est pas la même. Donc forcément que on entretient tout ce qui s'est fait au niveau du travail de la mâchoire déjà depuis qu'ils sont petits. Et du coup, ça soulève la question, mais si on a donné un biberon, est-ce qu'on peut faire de la DME quand même? alors oui, on peut tout à fait faire de la DME, même si on a un bébé qui était nourri au biberon, mais on sait que d'un point de vue force de mastication, comparativement au même âge, un bébé qui est allaité aura plus de force dans la mâchoire, donc pour pouvoir réduire en morceaux, en purée, en fait en bouillie, les morceaux qu'il va amener à la bouche, ce qui n'empêche pas qu'un bébé au biberon puisse, avec sa force qu'il a, qui est la sienne, arrivera aussi à réduire en bouillie. Mais on sait qu'un bébé qui est allaité a beaucoup plus de force dans la mâchoire. C'est tout. Disons qu'il y en a un qui part avec, comme on dirait au golf, il y en a un qui part avec un avantage, quoi. Alors, je ne pratique pas le De force golf, de mâchoire. mais j'ai envie de te dire oui. Voilà. Bah, c'est juste qu'après, le bébé qui aura été au biberon, il va s'entraîner plus, quoi. Ça lui demandera Voilà, c'est plus ça. d'entraînement. Voilà, il va devoir Exactement. fournir un peu plus de boulot. Euh, concrètement, comment on fait? À partir de quel âge on peut commencer et comment on fait? Alors, les différents critères qui vont vous permettre de vous dire que votre bébé est prêt pour pouvoir commencer sont finalement, enfin, devraient être exactement les mêmes qu'un bébé qui serait nourri avec des purées. Donc, parmi les critères, on va avoir le premier qui va être l'âge auquel un bébé est prêt à pouvoir ingérer autre chose que du lait. Et cet âge-là, d'après plusieurs grandes autorités françaises ou internationales, c'est environ vers l'âge de 6 mois. Donc ça, c'est par rapport à la tolérance digestive, c'est-à-dire à la capacité de digérer autre chose que du lait. Et il y a aussi les- la force justement de mastication dont on parlait tout à l'heure. On sait que les mâchoires des bébés vont être suffisamment efficaces environ vers l'âge de 6 mois. Donc c'est aussi pour ça qu'on commence vers l'âge de 6 mois parce que du coup les bébés vont quand même devoir réduire en bouillie des morceaux qu'ils vont mettre dans la bouche. Donc il faut quand même avoir une force de mastication suffisante sans dents ou en tout cas sans molaires, hein, pour pouvoir Mhm. réduire en morceaux. Donc on sait que c'est à peu près vers l'âge de 6 mois que la force de mastication va être suffisante. Ensuite, on aura un bébé qui tient suffisamment droit au niveau du tronc euh, quand il est assis soit dans sa chaise haute, soit sur les genoux de son parent. Donc c'est vraiment à différencier là d'un bébé qui se mettrait assis seul, qui tiendrait assis seul si on l'installe par terre, hein, Mhm. parce que là on parle vraiment assis droit dans une chaise ou sur les genoux
de ses parents. Donc c'est vraiment deux choses différentes au sol ou sur la chaise. En sachant qu'on prendra une chaise qui est bien un dossier à 90 degrés pour permettre à l'enfant d'être bien droit. Pourquoi? Parce que si jamais il y a quelque chose qui venait soit se coincer, soit le gêner un petit peu, il faut qu'il puisse avoir une colonne d'air suffisamment bien tonique pour pouvoir expulser ce morceau qui serait coincé. Donc, la station bien droite debout au niveau du dos, du tronc. Donc, il y a un bébé qui s'affaisse en avant ou qui part sur le côté. On tient vraiment bien droit le temps du repas. Donc, le temps du repas pour un débutant, c'est 10 minutes, 15 minutes, parfois plus, mais ce n'est pas la peine de s'attendre à ce qu'un bébé mange pendant 1 heure non plus. Donc finalement, quand on dit 6 mois, si on a quand même un bébé qui finalement a 6 mois, on se dit ok, il a 6 mois, je vais pouvoir commencer, mais que le bébé est encore un peu, voilà, c'est pas encore, le tonus c'est pas encore là, Mm. on attend peut-être un petit chouille quoi. C'est pas l'idéal de commencer effectivement à ce moment-là. On va attendre que la station bien droite soit suffisamment bien acquise. Ça peut aller très vite. Parfois, j'avais des bébés en atelier qui avaient 6 mois et c'était pas encore trop ça. Et la semaine d'après, les parents m'envoyaient une vidéo et c'était nickel, quoi. Donc ça Oui, peut c'est aller ça. très vite. Mais c'est pas, il n'y a pas de date butoir. Au final, c'est plus une observation de son enfant, quoi. Exactement, c'est une observation. Pareil, quand on me dit oh, Oriane, là, il a 5 mois et demi, j'ai commencé parce que bon, je me suis dit à 2 semaines près. Oui, à 2 semaines près, ça va. Faut garder en tête qu'un bébé naît à terme à partir de 37 semaines, ce qui laisse quand même 5 semaines entre la date prévue d'accouchement et le moment où un bébé n'est plus prématuré. Donc, si votre bébé est né à 37, s'il était né à 41, déjà, on a 5 semaines d'écart. Donc, 2 semaines d'écart entre 5 mois et demi et 6 mois, ça va. Si le bébé a tous les signes qui est prêt à commencer, il n'y a aucun souci. Donc, parmi les autres signes qui nous montrent que le bébé est prêt à pouvoir commencer, il y a aussi le fait qu'il soit attiré par la nourriture. Mm. Un bébé devant lequel on ne peut plus rien manger sans qu'il essaye d'attraper, que ce soit un match de catch pour éviter qu'il attrape le pain au chocolat ou des choses comme ça. Ça, c'est vraiment un bébé qui a vraiment très, très, très envie de manger. Donc ça aussi, ça fait partie des petits repères. Et puis, un dernier repère, c'est qu'on va avoir un bébé qui attrape les objets facilement et qui les emmène à la bouche directement. Alors, qu'est-ce qu'on pense d'un bébé, du coup, Oriane, qu'est-ce qu'on pense d'un bébé qui, vers 4, 5 mois, commence déjà à vraiment à vouloir absolument choper tout ce qui passe, mais en même temps, il se tient pas assis. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui remarquent que vers l'âge de 4 mois, 4 mois et demi, les bébés commencent à les regarder. Ils me disent, mais il me fixe pendant que je mange, il est là, il ouvre la bouche, et puis on dirait qu'il mâche, le pauvre, il me fait de la peine, ça se voit qu'il a envie. Alors, en fait, ce qui fait votre bébé à cet âge-là, et c'est super, c'est qu'en fait, il fait fonctionner ses neurones miroirs. C'est-à-dire qu'il est en train de vous regarder, de dire, oh, alors là, ils emmènent un truc à la bouche, ils ouvrent la bouche, et puis après, je les vois qui font des mouvements comme ça. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de s'entraîner en réponse à ce que vous êtes en train de faire aussi, en fait. Donc il commence à emmagasiner un petit peu tous les mouvements. Donc c'est pour ça qu'on recommande aux parents un maximum de faire participer à hauteur d'œil pour le bébé au repas, même quand le bébé n'est pas encore en âge, parce que du coup, le bébé va pouvoir voir ses parents prendre les aliments, les emmener à la bouche, etc. Donc ça, c'est vraiment du mimétisme, en fait. Et puis du coup, si on a un bébé qui a plein de signes, comme tu disais, mais qui n'a pas encore le tonus, par exemple, ce qu'on peut lui proposer à ce bébé pour éviter de le frustrer, c'est qu'on peut lui mettre, par exemple, des petits aliments en plastique ou en bois ou des choses comme ça. Comme ça, Enfin. lui, à son âge, voilà. Alors, bien sûr qu'on ne va pas réussir à le feinter comme ça pendant 3 semaines, un mois non plus, mais peut-être que ça permettra d'attendre un petit peu quand même pour éviter qu'il soit frustré, tout en répondant quand même à ses besoins et à ses capacités de bébé de 4 mois et demi, 5 mois. Alors, du coup, on nous pose la question, et elle est intéressante avant qu'on continue. Si on a un bébé qui sait se tenir bien droit, comme ça, mais qui penche quand même en avant, Mm. est-ce qu'on commence ou pas? Et si on commence, est-ce qu'on doit lui donner sur nos genoux ou finalement dans la chaise où il risque de pencher en avant? Ouais. Alors c'est vrai que s'il penche en avant, c'est que a priori il n'est pas encore bien bien prêt, votre Parce que bébé. le Il tonus, vaut c'est pas mieux, là, quoi. Je veux dire, ouais, il entre vaut mieux ça et attendre. ça, voilà, il y a une musculature qui s'est pas encore faite, quoi. Exactement. Donc ça, c'est le genre de situation dans lequel ça peut aller très très vite au niveau acquisition du tonus. Mais du coup, il vaut mieux attendre un petit peu. Et
commencer soit sur les genoux, soit dans la chaise, c'est vraiment aussi, je suis en train de me faire mordre. Hé, Non, toi, me les mords coquilles. pas. Oui, ça te fait rire. Moi, ça me fait pas rire du tout, hein. Un Pardon. Donc un bébé, qui serait rappelle-moi la question, excuse-moi Maïane. C'est un bébé en fait qui, si tu veux, sait se tenir droit, mais finalement continue à, voilà, à pencher un peu en Oui, avant. Enfin, donc on attendrait un on a, peu. on a l'effet culbuto un peu, tu vois, qui Voilà, voilà hein, quoi. donc là, on attendra un petit peu. Et pour ce qui est de la chaise haute ou des genoux, ça, c'est vraiment en fonction de ce que les parents préfèrent. Il y a des parents qui me disent, oui, mais alors sur les genoux, je le vois pas bien, je préfère qu'il soit dans la chaise, que je vois ce qu'il fait, etc. Après, c'est vraiment en fonction de vous. Nous, par exemple, on n'avait pas de table, on n'avait pas de chaise haute quand on a commencé, donc on a commencé sur les genoux. Voilà, il faut vraiment s'adapter au matériel que vous avez chez vous aussi, hein. Du coup, on va enchaîner parce que les questions arrivent sur. Bah, d'accord, mais on commence par quoi, Oriane? Qu'est-ce qu'on met dans ce bébé? Ah, c'est la grande question. Donc, on se rappelle qu'on a un bébé du coup qui a environ 6 mois quand on commence. Et donc, les besoins nutritionnels des bébés à cet âge-là, ils vont être importants de les combler et de les compléter, surtout en ce qui concerne le fer, le zinc et les vitamines du groupe B. Et toutes ces choses-là, ce sont c'est des nutriments qu'on trouve le plus facilement, en tout cas en plus grande disponibilité, dans tout ce qui va être des aliments carnés, c'est-à-dire la viande, le poisson, les coquillages, etc. Donc oui, il y a des régimes particuliers, il y a des bébés qui arrivent à faire de la DME en étant végétarien, végétalien. Ça, je ne remets pas ça en question, mais c'est vrai que toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'on trouve le plus facilement en disponibilité dans les aliments carnés. Donc, pourquoi pas, si on a un régime Omni, proposer dès le départ des morceaux de viande à notre bébé, hein, qui va pouvoir tenir dans la main et venir sussauter un petit peu la viande comme ça pour pouvoir récupérer un petit peu le jus et les différents nutriments que je vous ai cités juste avant. Et puis après, ça peut être, ce qui marche très bien, c'est les gros bâtonnets de légumes du coup. Donc, on va couper des bâtonnets de la taille à peu près du poing de notre bébé en termes de Hein. circonférence pour qu'ils puissent l'attraper facilement parce que vers l'âge de 6 mois, les bébés, quand ils attrapent, hein, moi j'appelle ça un peu l'attrape façon Oui. Godzilla, c'est voilà, à une main ou avec les deux mains. Et donc, du coup, il faut que ça tienne facilement dans la main. Donc, de la circonférence du poing du bébé. Et à cet âge-là, ils n'ont pas de notion de la permanence de l'objet. Donc, du coup, une fois que ça disparaît dans la main, ça n'existe plus, c'est parti. Donc, on va faire en sorte que ça dépasse du poing. Donc, on va faire au moins 2 fois la hauteur du poing à peu près pour que ça puisse dépasser du poing et que le bébé l'emmène facilement à la bouche en se souvenant qu'il y a quelque chose qui dépasse. Donc, des bâtonnets de légumes cuits, des féculents, des choses comme ça. On n'hésite pas, tout ce qui va être patates douces, des pâtes, enfin tout ce que l'enfant pourrait manger en même temps que ses parents, il ne faut pas hésiter à faire participer directement au moment du repas comme les parents. Si tu veux. On me Petit demande de internet. signer des autographes. Alors, j'en profite du coup pour lire deux, trois questions. Je regarde. Oui. Bonsoir. Alors, du coup, quid de la question aussi des allergènes? Enfin, Ouais. on est sur quoi commencer? Du coup, les allergènes, comment on gère ça? Alors ça, c'est une question effectivement qui revient très souvent parce que c'est vrai qu'en France, on a tendance à faire un peu peur, j'ai envie de dire, sur toute la question des allergènes. Et du coup, donc, en France, on a une liste de 14 allergènes majoritaires. Je ne vais pas tous vous les citer parce que bon, il y en a 14, il y en a beaucoup. Mais vous pouvez retrouver la liste très facilement déjà dans le carnet de santé, hein. Et donc, ces allergènes, on conseille de les introduire avant l'âge d'1 an. Ça, c'est une certitude. Mais donc, pas avant 4 mois, pas trop longtemps après 6 mois, et dans tous les cas avant 1 an. Donc, n'hésitez pas à les introduire au plus tôt dès le début de la diversification de votre bébé. Après, il y a des parents qui vont peut-être avoir un terrain allergique favorable. Donc, ces parents-là, enfin ces bébés-là, on fera d'autant plus attention
peut-être qu'il faudra un suivi avec un allergologue, même tout dépend hein, du niveau d'allergie de la famille ou de la fratrie. Mm. Mais c'est vrai que d'après les études, un bébé dont les parents n'ont pas d'allergie, il n'a qu'environ 5 à 10 de risque de développer lui-même une allergie. Donc il y a des parents qui se disent 5 à 10 c'est rien du tout, je ne vais pas me prendre la tête, je lui présente tous les aliments comme ça, et puis advienne que pourra, entre guillemets. Et puis pour les autres, on va souvent entendre parler de 3 jours de présentation d'un aliment potentiellement allergène, d'une pause de 2 jours, d'observation en fait, sans aucun autre allergène qui sera présenté avec. Mais finalement, si on creuse, connaître un petit peu l'origine de ces recommandations, personne ne sait vous dire d'où ça vient. Donc oui, on sait que d'un point de vue reconnaissance des allergènes, on sait que le corps doit être mis en contact au moins 3 fois avec cet aliment-là. Mais j'avais par exemple au mois d'août un grand-père qui était venu en atelier avec son petit-fils qui me disait oui mais alors attendez parce que moi je suis devenue allergique aux oranges à l'âge de 60 ans. Donc finalement, moi à 6 mois j'étais pas allergique à l'orange, j'en mangeais, mais à 60 ans, coucou, je suis allergique. Donc du coup finalement, les allergies, il faut garder en tête que c'est quelque chose qui peut apparaître à n'importe quel moment de la vie. Et après, c'est vraiment, moi je dis aux parents, c'est vous qui voyez un petit peu. Il n'y a pas vraiment de recommandations officielles concernant l'introduction petit à petit des différents allergènes. On sait qu'il y en a 14. Donc soit vous les introduisez séparément pour pouvoir identifier si jamais il y a une réaction allergique à quelque chose, soit vous vous dites, bah, tant pis, j'intègre tout comme ça. Et puis, de toute façon, s'il y a une allergie, souvent, il y a des tests plus poussés qui sont faits après en hôpitaux ou quoi pour pouvoir voir s'il y a d'autres allergies. Donc, j'ai des parents qui me disent, bah, tant pis, au pire, s'il y a une allergie, on fera les tests et puis on verra à quoi il est allergique et puis basta. Alors, sachant que si on relie allaitement et DME, il faut quand même rappeler aux parents que les allergènes, finalement, les enfants, ils y sont exposés depuis l'allaitement, puisque nous-mêmes, on fait pas forcément attention à ce qu'on mange et que ça passe dans le lait. Donc, ils en ont déjà Effectivement. reçu à dose homéopathique. Oui, alors à petite dose, donc effectivement, ils ont déjà été mis en contact, mais il y a certains allergènes qui, dans au niveau microdose, comme tu dis, dans le lait, c'est pas suffisant pour pouvoir C'est ça. déclencher réellement ou stimuler suffisamment une réaction allergique. Donc il y a des enfants qui, via le lait, ne sont pas du tout allergiques et par contre, avec l'aliment en direct, vont peut-être déclencher une allergie. Donc ça, il faut faire attention aussi. Je vais revenir juste sur la cuisson dans un premier temps et dans un deuxième temps la forme des aliments. Alors celle-là, je pense que je peux me permettre. Voilà, comment présenter les fruits de type orange, pêche, melon, banane. Bah, c'est simple, ça fait un arc. Donc vous gardez l'arc parce que c'est super facile à attraper. Donc voilà, ne vous embêtez pas. J'ai envie de dire, c'est pas plus compliqué que ça, je pense. Dis-je des Alors, bêtises. juste une petite nuance. Pour l'orange, on va plutôt la présenter en suprême, c'est-à-dire qu'on va enlever quand même la petite pellicule blanche qui se trouve autour de chaque quartier parce que ça pourrait venir effectivement coller. Et la pêche, donc tout ce qui va être les peaux molles de fruits qui se détachent facilement, donc type pêche, brugnon, poire. Quoi d'autre qui va être bientôt prune, tomates, toutes ces peaux là qui peuvent se détacher et qui peuvent venir se coller dans le fond de la gorge, tout ça il faut faire attention et donc on recommande de les enlever les peaux. Tu fais bien de le dire parce que moi je le fais, mais en fait effectivement comme je le fais, tu vois, je suis pas pensé à le dire. Ça me paraît logique en fait. Ça me paraît logique. Du coup, au niveau des cuissons des aliments, justement, on va être sur quoi au niveau des cuissons? Parce que Alors pour un j'imagine qu'une courgette débutant, trop cuite, finalement, ça va pas être terrible. et effectivement, en fait, pour un débutant, il faut garder deux choses en tête. C'est qu'il faut que la texture soit suffisamment fondante pour être écrasée juste par des mâchoires, mais que ça se tienne suffisamment en main pour que quand Godzilla attrape, ça fasse pas de la purée directement dans la main. Hein. Donc, il va falloir trouver vraiment le juste milieu. Donc, sachant que ça dépend de la finesse de chaque enfant, il y a des bébés qui vont être très délicats dès le début, d'autres qui vont avoir le poing qui se serre super fort. Hein. Moi, la mienne, en ce moment, je perds mes cheveux un peu dans son poing. Pour lui faire lâcher, c'est un peu la bataille. Donc, il y en a qui ont vraiment des grosses poignées de main. Donc, il faut s'ajuster aussi à son bébé. Donc, au niveau sécuritaire, on va dire, ce qui prime le plus dans la bouche, c'est qu'on va se dire que si on arrive à écraser entre nos deux doigts comme ça, ou entre la langue et le palais, en frottant la langue sur le palais, si on arrive à réduire l'aliment comme ça en bouillie et à l'avaler directement, c'est que c'est bon pour notre bébé avec juste la force de ses mâchoires.
Je voudrais rebondir du coup sur deux autres notions. Quid des boissons en DME? Eau, jus, etc. Comment ça se passe, sachant que le bébé est allaité? Qu'est-ce qu'on fait? On n'en donne pas? Comment ça se passe? C'est quoi? C'est un aliment de découverte comme un autre? Qui se sait? Alors effectivement, la seule boisson indispensable, hein, c'est l'eau, hein. Donc la présentation de l'eau pour un bébé qui soit allaité ou non, on va la commencer dès le début de la diversification alimentaire pour deux raisons. La première, c'est que de toute façon, l'eau, comme tu l'as dit, hein, c'est un aliment comme un autre. Donc ça fait partie de la découverte, hein, au niveau des différents types d'aliments. Et puis aussi parce que finalement, quand le bébé va commencer à manger des solides, il va du coup avoir un apport beaucoup plus important en fibres. Les fibres qui ont pour capacité de capter l'eau, donc d'absorber l'eau, et donc du coup très souvent de faire des selles qui sont assez sèches et qui du coup font, je dis beaucoup du coup, et D'accord. qui et qui favorisent la constipation. Donc pour pouvoir avoir un transit confortable pour le bébé, il faudra aussi qu'il soit bien hydraté. Hein, donc pour ces deux raisons-là, on propose, c'est comme tout le reste, on propose, bébé dispose. On ne force pas un bébé à boire, qu'il fasse 160 degrés dehors ou qu'il en fasse moins 40. Je suis très extrême, mais on ne force pas un bébé à boire. On propose, bébé dispose. Du coup, avec l'allaitement, comment ça se passe? T'étais avant, t'étais après, t'étais pendant? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, d'un point de vue sécuritaire, ce serait intéressant que le bébé puisse avoir une tétée, on va dire dans la demi-heure qui précède le repas à peu près, le temps que Avant. le bébé puisse, avant, le temps que le bébé puisse digérer un petit peu déjà la quantité de lait qu'il aura prise avant, mais qu'il lui en reste un petit peu pour que si jamais il y a quelque chose qui se coince qui le gêne, qu'il puisse, en déclenchant en fait son réflexe vomitif. Alors attends, il y a bébé qui va avec papa. Hop là. Si jamais il va déclencher donc son réflexe pour pouvoir se protéger, qu'il puisse y avoir un petit peu de lait qui ressort pour pouvoir l'aider davantage à se dépatouiller en fait de ce petit aliment qui serait coincé. Après, Ça d'un va point de servir vue de lubrifiant à la sortie, quoi. oui, parce qu'en fait, donc les bébés, quand ils ont quelque chose qui les gêne, ils vont se déclencher un réflexe qui va un petit peu leur donner l'envie de vomir. Et donc parfois, ils arrivent même à vomir. Et donc le fait qu'il reste un peu de lait dans l'estomac, ça aide, parce que le lait va ressortir et hop, ça va effectivement faire ressortir l'aliment avec. D'un point de vue nutritionnel, même l'OMS recommande en fait que le couple maman-bébé se fasse confiance et qu'il continue à avoir un échange vraiment de reconnaissance de signes de la part du bébé, de j'ai besoin de téter ou pas, et de laisser un petit peu ce couple maman-bébé faire ce qu'il a envie avant, après, on s'en fiche. À partir du moment où on a un bébé qui ne jette pas trop son dévolu sur les solides, parce que parfois on en a qui oublient de téter et qui vont se vraiment focaliser sur les solides parce qu'on dirait qu'ils ont attendu ça toute leur vie. Et du coup, quand on regarde un petit peu la courbe de poids, surtout si on a des parents qui proposent que des légumes ou des fruits, on peut avoir des courbes de poids qui commencent à faire un petit peu la tronche. Donc pour ces bébés-là, qui vont vraiment jeter leur dévolu sur les solides, on essaiera de proposer une tétée avant. Mais un bébé qui arrive à s'adapter et avoir un équilibre à peu près correct entre les tétés et les solides. Donc, à l'âge de 6 mois, entre 6 et 8 mois, on a quand même le lait qui continue à représenter 80% de l'alimentation de l'enfant. Hein, donc, c'est énorme. Donc, tant qu'on voit que le bébé arrive à suivre un petit peu entre les solides et les tétés, on le laisse gérer. Il n'y a pas de stress à se mettre sur. Il faut absolument qu'il tète avant, comme je vois parfois passer encore. Chaque couple maman-bébé voit son truc un petit peu comme il le veut. D'accord, donc qu'est-ce qu'on peut dire, parce que moi-même, ça m'arrive de le dire quand même, de privilégier la tétée avant pour pas trop impacter la lactation quand même. Ben, c'est Parce pas que une le problème, c'est que c'est recommandation comme de nous, si l'OMS. tu veux. C'est comme nous, si tu manges, t'attends ton dessert, t'attends ta forêt noire absolument. Voilà. Et puis tu te tapes une raclette suivie d'une tartiflette juste avant, t'as pas forcément envie d'arriver à ton dessert, quoi. T'as plus faim, t'as plus envie d'aller C'est pas dormir. Donc, faux, c'est pas faux. Mais ce qu'on sait, c'est qu'un bébé qui est allaité à la demande va de toute façon, lui, rééquilibrer ses besoins sur la journée. Donc, mm.
peut-être que il va un petit peu plus de la raclette. Ça a coupé, je crois, un petit peu. Non, ça va? Non, non, c'est bon. D'accord. Et que du coup, il mangera un petit peu moins de forêt noire à la fin, mais qu'il en mangera quand même, mais que du coup, il prendra son râpe de forêt noire un petit peu plus tard, tu vois. D'accord, ok. Ok. Moi, j'aime bien imager les propos, tu sais, ça parle bien en général. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on puisse parler un petit peu je veux pas je trouve pas mes mots. Ça va venir. Le mixte entre DME et purée. Qu'est-ce qu'on dit de tout ça? Est-ce qu'on peut faire les Alors, deux en même temps? ouais. Comment on fait? Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions de la part des parents sur ça. Il faut garder en tête que de toute façon, donc on parle de purée, mais je vais étendre en disant texture lisse en général, en tout cas texture voilà, un petit peu veloutée, liquide, puisque les compotes font partie aussi de ça, les yaourts, etc. Toutes ces textures un petit peu lisses comme ça vont pouvoir être présentées au bébé, puisque de toute façon, ça fait aussi partie des découvertes d'un point de vue texture hein, Mhm. pour le bébé. Après, on va forcément adapter. Si on parle d'alimentation autonome, un bébé de 6 mois, il ne peut pas encore aller prendre sa cuillère, la remplir tout seul et se l'amener à la bouche. C'est pas possible. Donc, par exemple, pour un bébé débutant, moi, je me souviens pour ma grande, il y avait Tata Micheline, on va l'appeler comme ça, la pauvre, qui m'avait filé tout un stock de purée en me disant «Oh tiens, j'ai pensé à toi, merci Tata». Bon, bah, je les ai pas jetées les purées. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai prises, je les ai étalées sur ce qu'on appelle différents transporteurs. Donc, j'avais par exemple des petites cracottes sur lequel j'étalais la purée. Après, j'avais mis des purées dans des spaghettis, par exemple, pour faire comme une sauce. Il y a plein de manières différentes de les présenter. Après, là où moi j'ai des questions, c'est plus quand le bébé, par exemple, va être gardé par des structures collectives ou par des assistantes maternelles qui n'ont pas le droit de faire de la DME parce que ça existe ou qui ne veulent pas. Euh, Est-ce que du coup le bébé peut être en purée sur le temps de garde et en DME à la maison? Ce que je propose déjà pour un débutant, c'est-à-dire qu'un bébé qui a environ 6 mois, c'est de demander à la structure, ou d'imposer, ou de faire ce que vous voulez, hein, mais de suggérer que le bébé reste en alimentation lactée sur le temps de garde, donc tant que le bébé le vit bien, entre guillemets. Parce que forcément, Mhm. par mimétisme, au bout d'un moment, bah, il va être frustré de voir que Jean-Pierre, à côté, il est en train de se taper un super truc, et puis que lui, il est là avec son lait, il se dit, mais ça a l'air sympa, ce qu'il fait le copain à côté. Donc, tant que ça ne génère pas de frustration chez l'enfant, on peut très bien laisser le bébé en lait exclusif le temps sur les temps de garde, en fait. Après, quand le bébé commence à montrer de la frustration et qu'il veut participer au repas des autres et que pour des raisons X ou Y, la structure ne veut pas ou ne peut pas présenter autre chose que des purées lisses chez les petits, deux possibilités. Soit on se dit, je lâche prise et mon bébé sera nourri à la cuillère avec des textures lisses sur le temps de garde. Et puis à la maison, on fera les morceaux en autonomie. Soit on peut aussi suggérer à la structure de mettre en place des cuillères que l'adulte va remplir, donner à l'enfant et que l'enfant va amener à la bouche. Donc ça, bien sûr qu'un bébé de 6 mois, il ne fera pas un repas entier comme ça, hein, mais ça peut aussi peut-être, 2-3 cuillères, ça lui suffira peut-être et puis qu'il n'en voudra plus, hein, c'est possible. Soit on peut aussi faire des purées qui nécessitent d'avoir un petit peu de mastication. Ça peut être intéressant. Donc, plutôt des écrasés, des moulinés, des choses comme ça qui permettent d'écraser tant que ça ne gêne pas en bouche le bébé. Parce que parfois, il y a des bébés que ça perturbe d'avoir des textures un petit peu mi-lisses, mi-morceaux, etc. Donc, tant que le bébé vit bien ces différentes textures en bouche, il ne faut pas hésiter à garder ça, surtout si c'est des parents qui se disent qui ont entendu dire que la purée pouvait faire dégénérer la DME parce que le bébé pouvait perdre son réflexe vomitif ou je ne sais quoi. Ça, c'est des choses qu'on entend et qui ne sont pas du tout fondées.
puisqu'un réflexe vomitif ne disparaît pas. Par nature, c'est un réflexe. Donc, un réflexe, bon, il y en a qui disparaissent, hein, mais celui-ci, en tout cas, ne disparaît pas. Il va naturellement reculer. Et ça, c'est tout à fait normal, hein. Ce que je dis souvent en atelier, c'est que, sauf problème particulier, en tant qu'adulte, si on veut vomir, il faut aller se mettre les doigts très, très, très loin dans la gorge pour déclencher notre réflexe vomitif. Ou avoir un frein de langue. Ou avoir un frein de langue et du coup l'avoir un petit peu plus proche. Mais en tout cas, en tant qu'adulte, normalement, on n'est pas censé se déclencher le réflexe vomitif en se mettant juste le doigt comme ça à l'entrée de la bouche. Donc, naturellement, le réflexe vomitif, avec la croissance de la tête et puis aussi avec les différentes stimulations que le bébé fera avec les aliments, ses jouets, etc., le réflexe vomitif va reculer, mais il ne disparaît pas. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'on aura cette différence de texture qu'on va avoir un bébé qui va se mettre à avaler directement un morceau. Logiquement, on a un morceau en bouche, on le mâche, hein. Voilà. Alors, j'ai envie de te dire, parce qu'en plus, moi, je suis ancienne éducatrice spécialisée, je confirme que ce réflexe ne disparaît pas dans le sens où, chez les personnes handicapées pour lesquelles on est obligé de mixer, ou chez les personnes âgées, c'est un réflexe qui revient potentiellement très fort, parce que c'est le seul moyen qu'elles ont pour, si jamais il y a une cuillère qui passe de travers, ou de par le handicap, voilà, elles ont des blocages, c'est un système qui est très présent et parfois très fort, parce que c'est le seul qu'elles ont pour éviter de s'étouffer avec leur nourriture, en fait. Donc, effectivement, c'est un système qui ne disparaît pas complètement et qui peut être réactivé selon certains critères en plus. Oui, alors là, je suis en train de lire un message qui dit que la purée peut rendre le bébé fainéant. Alors, pardon, je n'aime pas du tout cet adjectif pour les bébés. Par contre, ce que ça peut créer, effectivement, c'est qu'on a des bébés qui vont se dire, en tout cas quand on est sur un système de purée où c'est l'adulte qui donne à l'enfant, peut-être qu'il y a certains enfants qui vont se dire: «Ah ouais, mais alors attends, là je peux me faire nourrir, je suis cool, j'ai juste à ouvrir le bec, hop, ça me tombe tout cuit dans le bec et puis quand je suis à la maison, ils me font bosser. Non mais ils sont sérieux ceux-là? Allez, moi je vais attendre que ça me tombe dans le bec». Donc effectivement, il y a des bébés qui vont avoir un peu de mal au bout d'un certain temps à se dire: «Bon bah, parfois on me nourrit, parfois c'est à moi d'aller me nourrir, bah, j'ai pas envie». Et donc du coup, on peut se retrouver avec des bébés qui vont un petit peu bouder le fait d'aller à la chasse aux morceaux. Effectivement, ça, c'est des choses Est-ce qu'on peut que, voir. sans approfondir le sujet, mais du coup, je rebondis quand même, est-ce qu'un bébé qui aurait du mal à switcher entre des textures lisses et la DME, on pourrait y voir des troubles de l'oralité, sans forcément approfondir le sujet? C'est une bonne question. J'ai pas de notion là-dessus, écoute. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que parfois, j'ai des parents qui me disent: «Oui, mais alors il accepte pas la purée. Est-ce que vous pensez que si je fais des morceaux, ça se passera super bien? Parce que j'ai entendu que la voisine, elle avait fait ça, hein». Alors, la DME, c'est pas parce que on a essayé les purées et que ça se passait mal, entre guillemets, c'est-à-dire que l'enfant fermait la bouche, qu'il n'en voulait pas, etc., que parce qu'on lui laisse l'autonomie avec des gros morceaux, etc., que ça se passera bien. Parfois, il y a des bébés pour qui ça ne se passe pas bien non plus. D'accord? Et effectivement, là, quand on a un refus sur de plusieurs essais, c'est-à-dire de longs mois, un bébé qui aurait commencé vers l'âge de 6 mois, et à 1 an, on est encore là, et c'est encore très compliqué de le faire même juste toucher des aliments, etc. Là, oui, effectivement, il faut se poser la question de troubles de l'oralité, effectivement. Effectivement, parce que tu vois, pour reprendre notre cas, je vais essayer de faire court. Nous, on a eu un événement au moment, mon fils avait 5 mois et demi à peu près, donc on a eu un décès dans la famille, qui fait que c'était très compliqué au niveau alimentation de gérer toute la famille, etc. Et donc, on a commencé les purées, parce qu'on savait pas, puis le contexte faisait qu'on pouvait pas se poser de questions. Le pédiatre a dit, on a fait, point. Et en fait, il s'est avéré que il prenait 2 cuillères et demie, quoi. Puis il attendait la tétée, hein. De toute façon, ça n'a jamais été un énervé de la bouffe pour le reste du temps, même encore aujourd'hui, mais voilà. Et bon, l'épisode a passé, on s'est pas plus posé la question que ça. J'allaitais, donc tant pis, il prenait que 2 cuillères, il prenait que 2 cuillères, j'avais la tétée derrière, voilà, on n'avait pas le temps de se poser ces questions-là. Et puis quand les choses se sont rassérénées au bout d'une semaine, 15 jours, quand même, c'est quand même vachement chelou, vraiment, ça le passionne pas des masses, quoi. Et puis par contre, dès qu'on passait notre verre d'eau ou qu'on lui filait un verre, voilà, c'était le fait du slip, ouais. Donc on s'est dit, on va lui mettre les purées dans un verre.
On verra bien ce que ça donne. Bon, nous, on a testé. On le dit, on a testé des trucs, à mon avis. Il y a des IBCLC derrière l'écran qui vont faire des bons. Hein. Donc, on a testé. Effectivement, il gérait super bien. Il adorait ça. Il kiffait faire tout seul et tout. On s'est dit, bon, il aime faire tout seul. Bon, ok. Bon, bah, on a continué comme ça. Mais moi, entre-temps, j'ai cherché. Je me suis dit, comment je peux l'aider à faire seul, au final. Puis, nous, on était très dans la pédagogie Montessori, etc. Donc, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à faire seul? Et là, je suis tombée sur la DME. Alors, du coup, il avait commencé par des cuillères de purée. Voilà. Mais on s'est dit, bon, ok. Puis dans la foulée, on a essayé. Et alors, du tonnerre, ok, ça marchait hyper bien. Il était content de pouvoir gérer seul, en fait. Mais on s'est aperçu qu'il mangeait pas forcément plus que ça non plus, en fait, à la longue. On s'est aperçu qu'il y avait plein de choses qui passaient pas. Alors moi, j'ai découvert les freins de mes enfants il y a très peu de temps, hein, donc voilà. Et on s'est aperçu que finalement, il mangeait pas tant que ça non plus. Bon, il mangeait mieux, il mangeait bien, mais c'est pas chaud, quoi. Et mon fils a commencé à manger des vrais repas de type entrée, plat, dessert que vers 3 ans, 3 ans et demi, quoi. Donc jusque-là, moi, j'ai vraiment vécu en instinctif, si tu veux. Je me suis jamais posé de questions. Je me suis dit, ok, bah il a le lait pour compléter. Et puis il y a peu de temps, effectivement, j'ai fait la formation frein restrictif bucco avec Caroline Deville. Et là, il y a des clés qui se sont mis en place et j'ai fait bon, c'est bien, il a jamais pété sa courbe. Hein, on a du coup, on a du pot. Il a jamais pété sa courbe. Mais d'accord, je comprends mieux pourquoi ça. Ou même encore aujourd'hui, il y a des trucs ça passe pas très bien. Voilà, donc c'est pour ça que je te posais cette question de troubles de l'oralité et que tout à l'heure je parlais éventuellement des freins pour ce fameux gag, parce que c'est pas scientifique, c'est qu'une expérience de maman parmi toutes les mamans de la Terre qui existent, hein, mais j'ai quand même pu observer certaines choses qui finalement se sont expliquées plus tard de par des formations au niveau en tout cas des freins et de ces troubles de l'oralité, quoi. Mais c'est vrai que cette notion d'autonomie dont tu parlais, c'est vrai que finalement, les bébés, si on regarde, comme tu disais tout à l'heure, avec le sein, déjà, ils sont autonomes en Mais oui. fréquence, en quantité, etc. On va les laisser faire, ils vont apprendre grâce à la motricité libre et autres, ou même ou pas, à marcher. Hein. Jusqu'à présent, je crois que, sauf problème de santé, on est tous amenés à marcher un À jour ou l'autre. parler, à compter. Ils apprennent à parler tout seuls aussi. Donc finalement, ils sont aussi capables, si on leur en laisse l'opportunité, de pouvoir manger seuls de manière totalement autonome. Vers l'âge de 6 mois, effectivement, ouais, ton louloute te l'a fait ressentir et ça, c'est top. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, après, nous, on était hyper à l'écoute, donc bon, on Voilà. a, on a, on a testé, hein, du coup. Pour sa sœur, on est directement parti en DME, si tu veux. Et par exemple, là où je te disais tout à l'heure, éventuellement, le frein peut jouer, c'est-à-dire que ma fille a 3 ans, a un gag réflexe de folie. Mais un truc de dingue, un truc qui passe pas, une peau de tomate, un truc qui... alors ça repart direct. Et alors, pardonnez-moi les détails, mais ça repart direct net. C'est-à-dire que ça n'a pas touché quoi que ce soit. Hein. C'est clac, pouf. Et effectivement, c'est pour ça que je me posais la question, etc. Mais je vois la question qui apparaît, comment savoir pour les troubles de l'oralité. Du coup, ça, on n'en parlera pas forcément ce soir, parce qu'on va se concentrer, il y a eu des questions sur la DME et on n'a plus beaucoup de temps. Mais on fait un live avec Delphine Meuric, qui est formée aux freins restrictifs buccaux, d'ici quelques jours. Donc du coup, on va poser ces questions-là à Delphine. Delphine, je sais que tu es sur le live, note. Donc du coup, on a eu pas mal quand même de questions hein, autour de cette question de la DME, parce que ça fait quand même pas mal... ça interroge, ça passionne et en même temps ça fait un peu flipper hein, cette histoire de DME. Comment est-ce qu'on gère par exemple les quantités qu'on donne à bébé? Les quantités, c'est tout simplement, c'est simple, hein, c'est bébé qui va gérer en fait. Hein. Donc c'est vrai que la plus grande interrogation, ça va être surtout sur les protéines parce qu'on est en France où on nous dit un an, enfin entre moins d'un an, c'est 10 à 20 grammes, plus d'un an, c'est 20 à 30 grammes, etc. Donc on calibre beaucoup les protéines. Il faut garder en tête que surtout si on est une maman allaitante, du coup, on a un bébé qui a un lait, enfin une quantité de protéines qui est totalement adaptée à ses besoins, contrairement à un bébé qui serait nourri avec des préparations commerciales pour nourrissons. Et ces recommandations-là de limitation des protéines ont été faites par rapport à des bébés qui sont nourris aux préparations commerciales pour nourrissons. Donc déjà, on a une différence d'un point de vue apport en protéines. Autre chose, c'est que la quantité qu'on connaît, en tout cas, c'est un apport minimal de sécurité. On ne trouvera nulle part dans aucune étude diététique un apport maximal à ne pas dépasser. Parce que parfois, on dit oui, il ne faut pas dépasser telle quantité parce que sinon, ça abîme les reins, etc. En vrai, cette quantité, personne ne la connaît. Donc, D'accord. on sait qu'il y a une quantité minimale de sécurité à apporter. Et après, en fait, on va laisser l'enfant gérer. Donc, parfois, ce que je dis, en fait, c'est qu'avec l'intérêt de la DME, c'est que l'enfant, tout comme avec l'allaitement, va pouvoir
étaler un petit peu ses différents besoins nutritionnels sur toute la semaine, comme pour nous en tant qu'adultes, puisque l'équilibre alimentaire se fait sur une semaine. Et finalement, je dis aux parents, essayez vous-même, vous allez voir. Vous allez avoir un bébé qui va se manger l'équivalent, je sais pas, d'un steak haché entier, donc environ 100 grammes de viande. Sauf que le reste de la semaine, vous aurez beau continuer à lui proposer des protéines, il n'ira pas. Naturellement, il n'ira pas. Donc finalement, c'est le bébé qui va gérer. Quelle que soit la nature des aliments, c'est le bébé qui gère. Donc à nous, en tant que parents, à présenter un maximum, un éventail suffisamment grand de légumes, de protéines, de féculents, de céréales, de voilà, vraiment un petit peu de tout tous les jours, de manière à ce que l'enfant, sur la semaine entière, puisse avoir son équilibre nutritionnel et ses apports nutritionnels qui soient remplis. Repas à heure fixe ou pas? Repas à heure, à heure d'indication de faim du bébé. C'est ça, c'est-à-dire que faut pas oublier qu'on était sur un allaitement à la demande. Donc passer à heure fixe pour lui sur des découvertes alimentaires, en plus on parle même pas d'un repas, on parle de découvertes alimentaires. À un moment donné, il va pas tout saisir. C'est ça. Bon, après, on garde en tête que le but de la DME, c'est que le bébé puisse participer au repas de la famille, donc que ce soit aussi en termes d'aliments en eux-mêmes, mais aussi en termes de temps de repas. Parce que du coup, c'est vrai que le fait d'avoir un temps convivial comme ça en famille, à table, ça peut être aussi important de voir un petit peu comment ça se passe. Parfois, il y a des parents qui me disent c'est le seul moment qu'on a pour pouvoir échanger sur la journée avec nos enfants, etc. Donc, c'est vrai que ça peut être un moment agréable à partager en famille. Donc, si ça correspond aux besoins de l'enfant de manger sur les temps de repas de la famille, il ne faut pas hésiter à le faire. Mais finalement, de toute façon, l'enfant, il grandit dans un certain rituel de famille, dans un certain rythme familial. Donc, Oui et non, parce que bon, on a quand même beaucoup de bébés qui sont en mode de garde et du coup qui ont pour le coup un- une journée assez rythmée, qui vont manger à des heures imposées, etc. Donc c'est vrai que pour ces bébés-là, ça va être un petit peu différent. Enfin, ils s'adaptent de toute façon. Heureusement que les bébés font preuve de beaucoup d'adaptabilité. Après, voilà, c'est vraiment l'idée de respecter aussi les besoins du bébé. Si on a pour habitude de manger à midi, mais qu'à midi, le bébé il n'est pas du tout disposé à partager le repas parce qu'il est fatigué, parce qu'il n'a pas envie, parce que ceci, cela, c'est pas grave, on ne force pas. Et puis si c'est à 13h30, bah, ce sera à 13h30. alors, on va pas avoir le temps de répondre à toutes les questions. J'ai l'impression qu'il faudrait faire un deuxième live. Je te l'avoue tout de suite, j'ai l'impression qu'il faudrait faire un deuxième live tellement il y a de questions qui fusent. C'est un truc incroyable. Sauf qu'il reste techniquement même pas 5 minutes et que je sais que Instagram coupe Oups, avant la fin. Donc, on d'accord. va faire vite. Il y aurait encore vraiment beaucoup de questions là que j'avais en avance. Il y avait encore beaucoup de questions dans le live. Donc, je Désolée, pense je que parle beaucoup. on va se reprogrammer un truc pour faire que de la question-réponse. Je sens qu'on va se faire un truc dans ce genre si ça te dit. Ça marche Parce avec qu'effectivement, plaisir. on a pas mal de, voilà, sur les huiles à porter, voilà, des choses comme ça. Est-ce que tu aurais toi encore quelques mots à glisser aux parents? Moi, j'ai en tête quand même une histoire de lâcher prise aussi, parce qu'il y a des mamans qui tentent très bien, mais il y a des papas qui disent, oh, ça salit partout, puis de toute façon, on voit pas ce qu'on mange, on peut pas quantifier, nanana. Voilà. Qu'est-ce qu'on Alors, pourrait dire lâcher un peu comme mot prise, de fin? effectivement, sur pas mal de critères, que ce soit le côté salissant, le côté quantité, le côté, voilà, il y a beaucoup effectivement, de lâcher prise. Après, j'aimerais quand même mettre l'accent sur le fait que les parents devraient quand même se renseigner un minimum parce que on sait que d'après les études, il n'y a pas de risque augmenté d'étouffement parce qu'on sait que l'étouffement, c'est la peur numéro un des parents qui font de la DME. Il n'y a pas de risque d'étouffement majoré quand on fait de la DME par rapport à la diversification en purée à partir du moment où la DME est faite de manière sécuritaire. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans des conditions d'installation, de temps de repas, etc. sécuritaires, mais aussi des présentations d'aliments sécuritaires. Il y a beaucoup d'aliments qu'on ne peut pas présenter à des bébés de ces âges-là parce que ce n'est pas parce qu'ils ont la capacité de mastication qu'on peut leur proposer tout et n'importe quoi. Donc, quand même, formez-vous. Il y a beaucoup de livres, alors pas forcément français, mais il y a des livres sur le sujet. Il y a des ateliers DME qui se font un petit peu partout en France. Il y a des pros qui sont de plus en plus formés aussi à la DME. Voilà, renseignez-vous un maximum. Et formez-vous et faites-vous plaisir, faites-vous confiance et faites confiance à votre bébé.
Voilà, c'était des super mots de la fin pour rassurer un petit peu les parents. En tout cas, je te remercie, Oriane, d'avoir répondu et d'avoir fait ce live dans ces conditions en plus particulières pour tous, Oui. mais encore plus pour toi, parce que, bon, moi, du coup, je suis chez moi. Mais merci, du coup, quand même. Comme quoi, les IBCLC, elles sont tout terrain, en fait. Hein. Elles sont là, tout terrain. Là, Et les on bébés rentre. des IBCLC aussi, hein, parce que la Ah mienne, bah, là, ça. normalement, elle dort déjà à cette heure-ci, Bichette. Il y a Delphine qui fait, tu écris quand un livre? Bon, vous allez discuter, hein, par Oui, je message sais, ma privé. mère me tanne avec ça depuis des mois et des mois et des mois, je sais. En tout cas, écoute, je te remercie beaucoup. On va se faire un petit topo de liens qu'on peut partager, que je mettrai en story pour les mamans aussi, pour continuer à trouver de l'information, des formations, des livres. Voilà, moi je sais que j'ai fait une vidéo, j'ai fait un article sur mon blog aussi, et finalement quand je t'écoute, je me dis ouf, j'ai pas écrit toute connerie. Mais voilà, je remettrai un petit peu toutes ces infos-là aussi en story. En tout cas, merci beaucoup, Oriane. Écoute, c'était Avec très plaisir. gentil. Je pense que on va voir pour s'en refaire un peut-être spécial juste questions-réponses. Voilà, si t'es partante et si ça te dit. Voilà, Carrément. écoute, je te remercie beaucoup. Je te fais des gros bisous. Merci à toi, Mayanne, pour l'invitation et merci à vous tous de nous avoir suivis ce soir. Bonne soirée, ciao. Au revoir.